Jessie heeft uitgelegd dat er EMN-studies zijn. Wel, Patrick Wathelet stond in voor de EMN-studie Pathways to Citizenship in Belgium. Voilà, Patrick, u hebt het woord. Merci beaucoup, Koen. Mesdames, Messieurs, bonjour. Effectivement, quelques mots de cette étude que Madame Carton vous a annoncée, étude qui a été commandée par l'EMN je pense, à l'ensemble des États membres, en tout cas, et que j'ai eu le plaisir de réaliser avec une collaboratrice, Madame Van den Bosch, mais qui malheureusement, depuis une dizaine de jours, est grippée, sur une photographie, en réalité, une photographie, un état des lieux des procédures et des motifs d'acquisition de la nationalité belge aujourd'hui en 2019. Je crois que c'est important, évidemment, au niveau européen. C'est d'autant plus important au niveau belge que nous avons eu, vous le savez tous, en 2012, une réforme importante des règles en matière d'acquisition de la nationalité. Et cette réforme, elle a un certain nombre d'années donc de pratiques derrière elle. Nous avons de l'expérience. Or, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il faut constater ? Il faut constater qu'on est bien en peine de trouver une évaluation de ces modifications importantes. Alors, quelques limites d'emblée au travail qui a été accompli. D'abord, il n'est pas encore public. Ensuite, il y avait une focale très importante puisque la demande portait non pas sur l'ensemble des procédures d'acquisition ou d'obtention de la nationalité belge, mais bien sur une catégorie particulière, celle des ressortissants d'États tiers, Third Country Nationals. Donc on ne parle pas des ressortissants d'États membres, c'est important. Pour ces ressortissants d'États tiers, il était demandé d'examiner en particulier les procédures d'acquisition volontaire. Pour la première génération, comme on les appelle, de ressortissants d'États tiers. Il n'est donc pas question d'examiner la suite du processus d'acquisition qui peut avoir lieu pour les enfants, voire plus tard pour les petits-enfants de ces ressortissants d'États tiers. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de cette photographie du droit de la nationalité belge ? Eh bien, le premier enseignement que l'on peut tirer, c'est que, à l'échelle européenne, la Belgique demeure un État avec une politique d'accès à la nationalité belge pour ce groupe, donc de ressortissants d'États tiers première génération, une politique d'accès relativement libérale. Il a souvent été dit que le droit de la nationalité belge avant 2012 était extrêmement libéral, voire trop libéral. On parlait de Snellbelgwet, de Most Inclusive Nationality Law in the EU. Ça, c'est le passé, c'est avant 2012. Et on devrait d'ailleurs se demander si au-delà du slogan, il y avait une vraie réalité derrière les phrases creuses que l'on entendait parfois, mais c'est un autre débat. En 2012, un changement est intervenu. Et quand on regarde ce changement, on peut dire qu'aujourd'hui, la Belgique se trouve dans la ligne européenne de ce qu'on pourrait appeler une générosité relative. Générosité relative, pourquoi ? Parce qu'à l'aune des indicateurs classiques d'acquisition, on voit bien que la Belgique se montre relativement généreuse. J'ai essayé ici de résumer les indicateurs les plus marquants. Celui que l'on utilise le plus souvent, c'est évidemment la période de résidence légale du candidat à la nationalité belge. Le délai de base en droit belge aujourd'hui de 5 ans. C'est 5 ans de résidence légale. Et si vous regardez à l'échelle européenne, eh bien, on est vraiment dans la moyenne supérieure. On n'est pas du tout dans les extrêmes. Certains États membres requièrent une période de résidence légale de 10 ans. C'est le cas notamment de l'Autriche. Il y a fort peu d'États qui sont en deçà de cette période de résidence légale de 5 ans. La Belgique a ajouté en 2012 des exigences que l'on trouvait dans d'autres États et qui étaient implicites en Belgique, mais qui ont été explicitées notamment en matière de maîtrise linguistique, de connaissances linguistiques. Mais là aussi, ce sont des exigences qui sont modérées. Le niveau de maîtrise d'une des langues nationales qui est exigé est un niveau A2 sur l'échelle européenne que vous connaissez bien. Je vous pensez à votre CV. Vous avez sans doute 2, 3, 4 langues et une 5e langue dont vous dites que vous la maîtrisez au niveau A2. Il y a d'autres exigences qui ont été introduites, notamment une exigence de participation au marché du travail. Et c'est celle sur laquelle on a beaucoup glosé, on a beaucoup discuté. Mais au fond, quand on l'examine, elle reste relativement modeste puisque sur une période de 5 ans, 5 années civiles, il est demandé aux candidats à la nationalité belge de démontrer qu'ils ont travaillé pendant 468 jours. Alors voilà ces exigences
qui sont posées, qui constituent un seuil d'entrée pour les ressortissants d'États tiers. À côté de ça, il y a des exigences que la Belgique ne pose pas et n'a pas souhaité poser. Il n'y a pas de conditions relatives au logement de la personne. Il n'y a pas, et c'est très important, d'exigence de renonciation à une autre nationalité. Et on voit bien que là, la Belgique continue à se situer plutôt sur la partie sud de l'Europe, en rejoignant les pays comme la France, comme l'Italie et d'autres pays du Sud où la politique en matière de double nationalité est une politique très tolérante par rapport aux pays du Nord où, en tout cas en principe, on pose une exigence de renonciation. C'est vrai que l'acquisition de la nationalité belge n'est plus gratuite depuis 2012, mais encore une fois, à l'échelle européenne, tout est relatif, j'en suis bien conscient, mais à l'échelle européenne, la rétribution qu'il est demandé de payer est relativement modeste, 150 €. Alors voilà le régime général, qui sur l'échelle européenne nous situe dans la moyenne supérieure haute en termes de générosité. À ce régime général, il faut évidemment ajouter des régimes spéciaux, particuliers, qui visent notamment des personnes vulnérables. On pense aux seniors ou bien aux personnes souffrant d'un handicap. Cette appréciation, elle est relative. C'est une appréciation qui tient compte de la politique d'autres États. Et nous l'avons fait de façon qualitative. Elle rejoint une appréciation plus quantitative que vous connaissez peut-être, qui date il y a quelques années, mais à mon sens, elle est toujours fort pertinente, qui est l'appréciation du projet SIT-Law, où des indicateurs qui sont les mêmes indicateurs que je viens de citer, ont été chiffrés, ont été codés pour tous les États européens. Et vous ne le voyez peut-être pas parce que c'est évidemment un très petit caractère, mais la colonne que j'ai essayé de souligner, eh bien, c'est la colonne belge. La moyenne belge, où le score que la Belgique obtenait en 2016 est de 0,58, sachant que le score maximal de 1 n'est atteint par aucun État européen. C'est une politique finalement d'accès illimité à la nationalité, et le score de 0 est une politique où il n'est pas possible d'obtenir la nationalité locale. La Belgique se situe donc à 0,58, ce qui est juste au-dessus de la moyenne à la fois des États européens, de l'ancienne Europe, 15 États, et au-dessus de la moyenne des 27 États membres. Politique libérale, ou relativement libérale, certes, mais il y a des nuances à apporter, ou en tout cas des commentaires à apporter. D'abord, c'est un système qui a été mis en place en 2012, qui est un système exagérément complexe. C'est un système singulier, puisque la Belgique n'a pas choisi, contrairement à d'autres États membres, d'imposer aux candidats à la nationalité belge de passer un test ou un examen. Le système qui a été mis en place est très différent, original. D'abord, il faut s'y retrouver puisqu'il résulte de la conjonction de textes légaux, d'arrêtés royaux, de circulaires et de pratiques administratives qui ne sont pas toujours accessibles. Et tous ces textes ont mis en place un système hautement codifié qu'on peut appeler un système documentaire. Un système documentaire où le candidat, vous le savez, à la nationalité belge devra démontrer qu'il répond aux conditions en déposant des documents. Alors c'est un système assez original, mais un système dont on peut tout de suite dire qu'il introduit sans doute un seuil supplémentaire d'accessibilité pour les personnes dont les compétences en termes de ce qu'on peut appeler le document management skills sont plus faibles. Vous et moi, rassembler des documents sur ce que nous faisions il y a 5 ans, notre occupation professionnelle, nos connaissances linguistiques, ça ne suscitera aucune difficulté. Vous pourriez, comme vous l'avez fait tout à l'heure, en répondant au quiz avec votre smartphone, sans doute retrouver avec votre smartphone peut-être pas votre diplôme d'études primaires, mais sans doute des documents d'il y a 5 à 10 ans. Mais il est évident que pour tous les candidats à la nationalité belge ne sont pas traités, ne disposent pas des mêmes document management skills. Ensuite, ce système a des effets qui sont parfois sans doute inattendus. Un exemple, vous devez démontrer avoir travaillé pendant 468 jours au cours des 5 dernières années. Eh bien, si vous pouvez cocher cette case, vous cochez en même temps la case acquisition linguistique. Donc on efface, si vous voulez, l'exigence linguistique et on la supplante par l'exigence en matière de participation au marché du travail. Je ne suis pas certain que c'était voulu, en tout cas ce n'est pas explicité, ça rend le système moins lisible, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est original ce système, mais il est complexe.
Il est complexe et en même temps, on doit constater qu'il y a, et je m'excuse, je comptais faire la présentation en anglais, donc je n'ai pas trouvé les mots en français, il y a un implementation gap. Parce que ce système hautement codifié, jusque dans des détails, 468 jours au cours des 5 dernières années, on peut se demander d'ailleurs pourquoi 468 et pas 469? Ceux qui sont habitués à l'arrêté royal relatif au chômage savent d'où viennent ce chiffre. C'est un système extrêmement détaillé, sans doute un des plus détaillés en Union européenne, mais vous savez comme moi qu'on ne peut pas tout prévoir. Et on n'a pas tout prévu, loin de là. Depuis 2013, 1er janvier 2013, on a vu de nombreuses questions qui sont apparues en pratique, de nombreux gaps qui ont donné lieu à beaucoup d'interrogations. Un exemple... Une personne souhaite obtenir le statut de réfugié sur base de la Convention de Genève de 1951. Elle est mise en possession d'une attestation d'immatriculation qui va lui servir de titre de séjour pendant la procédure. Elle obtient ce statut de réfugié et puis, quelques temps après, elle souhaite devenir belge. Le séjour, la première partie de son séjour en Belgique couverte par cette attestation d'immatriculation, eh bien, est-ce qu'elle peut être prise en considération, oui ou non? A priori, non. En tout cas, c'était la réponse en 2012 parce que l'attestation d'immatriculation ne figurait pas dans la liste des documents de résidence qui étaient valides. Et donc, ce séjour n'était pas couvert, alors même que l'on sait en droit, vous le savez, en droit d'asile, que la reconnaissance est un effet déclaratif. Alors, ce problème a été résolu, mais en 2018, et uniquement pour l'avenir. Deuxième question, vous devez travailler 468 jours au cours des 5 dernières années, mais si vous vous baladez ici un petit peu dans le quartier, vous allez prendre votre pause de midi du côté du rond-point Schuman et vous rencontrez quelqu'un qui travaille soit au Parlement européen, soit au Conseil ou dans une autre institution européenne, qui travaille depuis 10 ans en Belgique. Ce travail peut-il être pris en compte ? A priori, non. Pourquoi ? Eh bien parce que seul le travail qui donne lieu à la perception des cotisations de sécurité sociale chômage en Belgique peut être pris en considération. Donc une journée de travail n'est pas l'autre. Le système, en se fixant sur des paramètres extrêmement précis et des paramètres qui sont empruntés à d'autres discipline à d'autres branches du droit, en l'occurrence le droit de la sécurité sociale, a exclu un certain nombre de personnes qui travaillent légitimement et valablement en Belgique. Un domaine dans lequel ce problème s'est posé, ce sont les statuts, disons, de remise à l'emploi par les centres d'action publique sociale en Belgique. On a un système d'article 60, c'est une remise à l'emploi pour les personnes qui ont pendant longtemps été exclues du marché du travail. Elles travaillent, mais leur travail n'était pas pris en compte. Cet implementation gap existe encore et c'est sans doute un problème très important. Troisième et dernier problème, c'est qu'on peut se demander, je n'ai pas la réponse à cette question, je n'ai pas la prétention de donner une réponse, mais je crois qu'elle mérite d'être soulevée, on peut se demander s'il n'y a pas un problème d'égalité dans l'accès. Égalité dans l'accès à cette nationalité belge. Pourquoi ? Eh bien, d'abord parce que c'est un système décentralisé, contrairement aux Pays-Bas, par exemple, où l'IND et l'organe qui se charge d'analyser les demandes en Belgique, c'est un système décentralisé avec une chaîne d'acteurs. Premier acteur, c'est les services de la commune, services de la population. Et puis ensuite, nous avons les parquets, les procureurs du roi, et enfin, éventuellement, les cours et tribunaux. Et quand vous avez une chaîne d'acteurs qui doivent travailler avec un ensemble de normes complexes qui ont l'intention d'être exhaustives, encyclopédiques, mais ne le sont pas, il y a évidemment un espace qui est laissé à l'appréciation par ces acteurs et donc potentiellement un espace aussi pour l'inégalité. Un exemple très anecdotique, mais un exemple qui, à mon avis, est révélateur, c'est que vous devez payer 150 € pour déposer votre demande, mais en outre, chaque commune est libre de vous demander le paiement de droits communaux. Alors, je n'ai pas étudié les 500 communes belges, mais j'ai fait un tout petit sondage. Et vous voyez que les tarifs sont très variables. Parfois, c'est 5 € à Lannes, petite commune verte du Brabant wallon. Parfois, c'est 82 € à Woluwe-Saint-Lambert, qui n'est pas très loin de Lannes, finalement. Pour beaucoup de candidats à la nationalité belge, cette différence n'a aucune espèce d'importance, mais elle est quand même symbolique de cette différence de traitement. Ce qui, sans doute, est plus fondamental, c'est que si... pour une raison ou pour une autre, la déclaration n'est pas validée par le procureur du roi, il est loisible à l'intéressé d'engager une procédure devant
les tribunaux de première instance. Et là, que constate-t-on? Ce n'est pas propre à la nationalité, c'est vrai, mais c'est quand même fondamental. Que constate-t-on? Eh bien que le temps de la procédure est différent. Le temps de la procédure est différent. Je n'ai pas étudié empiriquement, je n'ai pas la prétention d'avoir des données empiriques très robustes sur cette question. Je fais des petits sondages, mais ces sondages sont révélateurs. Vous voyez que dans une espèce en 2017 à Bruxelles, il a fallu 34 mois entre le moment où le parquet s'est opposé à la demande et la décision en première instance. Alors que dans une autre espèce en 2015, il a fallu 7 mois au tribunal de Verviers. Dans la première espèce, le tribunal de première instance de Bruxelles, il s'agissait de la fille de fonctionnaires européens qui voulait devenir belge et à qui, malheureusement, on a opposé une difficulté liée au fait que son titre de séjour pendant très longtemps était un titre dérivé du droit de ses parents qui ne figurait pas sur une de ces fameuses listes belges. 34 mois contre 7 mois, il y a là une différence. Encore une fois, elle n'est pas propre au droit à la nationalité, mais elle a son importance quand on parle ici d'accès à un droit, d'avoir des droits. Et enfin, quelque chose qui est plus difficile à matérialiser, sur lequel il n'y a pas suffisamment de recherche à mon sens, c'est qu'on a une chaîne d'acteurs qui doivent travailler avec un ensemble de textes qui laissent place à l'appréciation. Que constate-t-on? Eh bien que les options qui sont prises par ces acteurs peuvent être différentes. Il est possible pour un candidat à la nationalité belge de faire valoir un diplôme d'enseignement secondaire. Enseignement secondaire à condition que ce soit un enseignement secondaire suivi en Belgique dans un établissement reconnu par une des communautés. Mais que constatons? Eh bien que certains parquets acceptent les diplômes délivrés par des établissements d'enseignement secondaire de pays limitrophes comme la France, l'Allemagne et les Pays-Bas, alors que d'autres ne les acceptent pas. Il y a donc là une différence importante. Il y en a beaucoup d'autres. Vous devez travailler 468 jours ou bien, dans une autre hypothèse, 5 ans, mais quid du travail à temps partiel? Si je travaille à temps partiel, est-ce que je dois travailler 10 ans? Combien vaut un demi-jour de travail à temps partiel? Là aussi, les options prises par ces acteurs sont très différentes. Il y a une étude, c'est une première étude, c'est pour ça que je me permets de la citer, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, d'un chercheur qui travaille maintenant au Royaume-Uni, mais qui espère revenir en Europe après le Brexit. C'est M. Sredanovic, qui a bien montré ces différences, qui a bien montré que les acteurs n'avaient pas la même appréciation de la mise en œuvre de ces normes, et c'est quelque chose qui évidemment pose question s'agissant d'un cadre légal. Enfin, il faut bien rester modeste. Il faut rester modeste parce que les textes, évidemment, sont accessibles. On a une vue limitée de la pratique, à la fois la pratique administrative et de la pratique judiciaire, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de recherche, et certainement pas suffisamment de recherche empirique dans ce domaine. Ce qu'on ne sait pas, par exemple, c'est pourquoi est-ce que la part des femmes dans l'acquisition de la nationalité descend. Alors c'est marginal comme mouvement, c'est vrai, mais alors qu'avant 2012, il y avait plus de femmes qui devenaient belges que d'hommes par déclaration, maintenant il y en a moins. On est passé de 53% à 47%. Pourquoi cette évolution? Qu'est-ce qui explique ce gender gap? Il y a une possibilité pour les apatrides de devenir belges. Est-ce que c'est utilisé? Comment est-ce que c'est utilisé? Quel est le nombre? Quels sont les chiffres? Quel est le ratio entre le nombre de demandes et le nombre d'octrois? Tout ça, c'est une black box complète parce que c'est le Parlement qui décide sur cette question-là, la Chambre des représentants qui est souveraine et qui n'est pas soumise, sauf erreur de ma part, aux dispositions administratives sur l'accès aux documents. Des nouvelles règles ont été introduites qui concernent les documents qui doivent être produits par les intéressés, notamment les copies certifiées conformes de certificats de naissance. On a ici un champ d'investigation. On ne sait pas très bien si ces nouvelles règles ont conduit certaines personnes à ne même pas engager la procédure. Le non-take-up of rights. Une personne prenant conseil et se disant « je n'y arriverai pas, compte tenu de l'état dans lequel je suis né et la situation dans cet état, je n'arriverai pas à produire un certificat de naissance ». Là, on a encore une fois quelque chose qu'on ne sait pas. Alors, pour terminer, la Belgique reste sur le papier un pays qui est modérément inclusif, mais en pratique, il y a sans doute des raisons de se faire du souci. Il y a un risque potentiel, en tout cas, que cette inclusivité ne se traduise pas dans les faits. D'abord, en raison de cette implementation gap.
qui me paraît quand même être très préoccupant. Ensuite, parce que la conséquence de l'implementation gap, c'est le risque d'inégalité. Le risque d'inégalité, et le message à faire passer, je crois, est assez simple dans les 23 secondes qui me restent, c'est que nous avons besoin de plus de recherche et nous avons besoin de plus d'évaluation. Vos agents immobiliers vous disent location, location, location. Moi, je dis evaluation, evaluation, evaluation. Merci. Patrick. En nu weten we niet of we al genoeg weten om die wet te evalueren of nog niet. Want u zegt van kijk, er zijn nog onderzoeken die moeten gebeuren. Ja. Dus het moet nog niet opgenomen worden in de werkzaamheden. Voilà, we hebben nu wel de tijd om een aantal vragen te stellen. Opnieuw.